On commence par établir le corps dans son état naturel. Vous obtenez l'aise naturelle de cet état du corps en délivrant, en vous débarrassant de toutes les tensions. Essayez de permettre à votre attention de trouver les tensions, et dès que vous trouvez des tensions, quand vous permettez au souffle d'être attiré irrémédiablement vers ces tensions, et vous libérez ces tensions. Quand vous expirez, ces tensions disparaissent. Et quand vous essayez d'approfondir cette détente au fil des expires, vous vous débarrassez de toute tension. Vous essayez d'expirer toutes les crispations. Vous maintenez la clarté avec laquelle vous allez commencer à méditer. N'essayez pas de vous complaire dans l'association habituelle de la relaxation et de l'engourdissement. Si votre corps est détendu et vous êtes assis dans une posture inconfortable, si vous êtes dans une posture confortable, votre corps est satisfait de demeurer tranquille. Et votre posture devrait être droite, de cette façon que votre corps se sent alerte et le prana va et vient sans obstacle. Ce sont les trois qualités d'un corps qui est établi dans son état naturel. Il est détendu, mais il y a la tranquillité et une attention alerte. Vous allez établir la parole dans son état naturel. C'est le silence sans effort. Comme si les cordes d'une guitare étaient coupées.
et établissez le souffle dans son rythme naturel, permettant au corps de respirer lui-même. Abandonnez tout type de contrôle sur le souffle. Et rendez-vous à la vérité de ce qu'est ce souffle. Établissez l'esprit dans son état naturel. Abandonnez toutes les imaginations obsessionnelles, les mémoires compulsives. Essayez de demeurer dans la conscience présente. Avec cette conscience présente, avec l'intention, vous allez réduire le champ de votre attention focalisée simplement aux sensations tactiles. Les pensées et les sons vont continuer à surgir dans la conscience. Laissez-les survenir dans la conscience sans qu'elles captivent votre attention. Vous êtes simplement focalisé sur les sensations tactiles. Et avec l'intention, vous allez à nouveau réduire le champ de votre perception, de votre attention, simplement les sensations qui changent quand le souffle entre dans votre corps. Avec l'intention à nouveau, vous allez donner une cible à votre attention et vous focalisez uniquement aux sensations tactiles du souffle à l'abdomen. Ressentez l'expansion et la contraction. Le mouvement de l'abdomen, interne, externe. Et donc, qui monte et qui descend si vous êtes dans la Shavasana,
posture allongée. Engagez ces sensations en leur prêtant attention, qui ne sont pas élaborées par les conceptualisations. Ne visualisez pas le corps et le fait que les sensations adviendraient dans une cartographie mentale de votre corps. Simplement, soyez conscient de manière nue de ces sensations. Avec l'intention toujours. Essayez de déplacer votre cible, donc la sensation du souffle au niveau des narines. Chaque fois que vous allez ressentir le souffle au niveau des narines, ça va être votre cible. Donc ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être juste à la sortie des narines ou à la lèvre supérieure. Laissez votre attention demeurer stable, comme un vigile devant le souffle, qui observe simplement le souffle aller et venir. La clé de la stabilité, c'est l'expire. Qui délivre, qui libère la distraction, etc. C'est simplement l'expire dans l'espace. Suivez la course entière de l'expire, du début vers le milieu, vers la fin, et soyez totalement engagé avec ces sensations jusqu'à la pause à la fin de l'expire. Et à nouveau, essayez simplement de inspirer à nouveau sans effort.
avec une attitude de une attitude pleine et entière. Essayez de rappeler votre intention, de garder votre engagement mental dans l'expire jusqu'à la pause. Et donc, votre but, c'est d'être engagé de manière continue dans les sensations de l'expire jusqu'à la pause qui vient avant l'inspire. Essayez de faire en sorte que votre intention soit... Et donc, vous savez que vous avez été pleinement attentif jusqu'à la pause, à la fin de l'expire. Donc, inévitablement, votre esprit va errer. Dès que vous le découvrez, essayez simplement de décrisper votre saisie par rapport à cet objet de distraction. Ensuite, vous vous réjouissez, « Ah, ça y est, je suis lucide à nouveau. » Ensuite, de revenir sur l'objet choisi et les sensations du souffle au niveau des narines et de vous détendre encore plus profondément tout au long de la... En fait, c'est pas les 4 segments, c'est la course entière de l'expire, full. Un conseil des maîtres qui dit votre attention devrait toujours aller lorsqu'elle est mue par votre intention consciente. S'il y a des sons, par exemple, qui font intrusion dans votre attention et que vous extraient à l'extérieur, simplement revenez encore
faites en sorte que votre attention ne soit pas distraite par cet objet qui n'a pas été voulu. Et à nouveau, le silence revient. Et vous revenez, vous rapportez votre attention sur les sensations tactiles au niveau du souffle, des narines. Demeurez continuellement engagé avec ces sensations au travers de la course entière de l'expire. Et à nouveau, essayez de revenir dans l'inspire. Donc, cette session du soir est plus longue que la plupart de celles que nous aurons. Je voulais essayer de faire en sorte d'entrer dans ces instructions et donc ensuite que nous puissions utiliser les pratiques de conscience demain. Si c'est OK pour vous et vous êtes toujours alerte et qu'on a le temps pour quelques questions, on peut avoir quelques-unes de ces questions. So one was about the sight when we meditate with the open eyes. Donc en français, c'est on médite. Yes, the gaze, yeah. Donc for the French people. Donc quand on médite les yeux ouverts, on doit regarder où doivent regarder les yeux, droit devant, ou vers le bas, ou sur un point fixe.
Et donc, j'ai parlé des avantages de méditer les yeux ouverts. Il y a un point important. Et donc, j'ai toujours médité avec les yeux ouverts, parce que c'est les conseils qui sont donnés dans les lamrim. Et donc, j'ai tout simplement commencé avec cela. Et donc, il n'y avait pas de transition entre méditer d'abord les yeux fermés puis les yeux ouverts. Mais il y a des avantages qu'on évoquera plus tard. C'est d'abord où est-ce que notre regard doit se porter. Et donc, à quelle distance, etc., vers le bas, vers le haut, etc. Et donc, fondamentalement, le regard se porte plutôt vers le bas dans les pratiques de shamatha. Et une méthode utile dans le lamrim et le mahamudra, il y a quelque chose tel que 4 doigts après la pointe du nez. Les yeux sont dirigés à 45 degrés. Ou parfois, vous voyez, certains textes qui disent à la pointe du nez, mais en fait, c'est comme si on louchait. Et donc, c'est pas facile. Donc, en fait, c'est dans la direction de la pointe du nez, à 4 doigts. En fait, pour moi, c'est à peu près quelque chose à 3 mètres sur le sol devant moi. Ça peut être entre 2,50 m et 3 mètres. L'un des avantages, c'est qu'en fait, votre regard ne tombe pas sur un objet, sur le sol, etc., mais c'est juste la direction dans laquelle il est dirigé. Et donc, votre regard n'est pas focalisé sur quoi que ce soit. Il se dissout simplement dans l'espace en face de vous. Vous ne ressentez pas que vous êtes en train de percevoir quelque chose avec votre conscience visuelle. Vos yeux sont simplement ouverts et la conscience visuelle est en fait juste n'est pas utile, n'est pas employée. Donc c'est vrai, s'il n'y a pas de mouvement, bien sûr, dans votre champ de perception. Parce qu'on s'entraîne, et s'il y a des mouvements, et donc on va diriger notre attention vers ces mouvements. Tiens, qu'est-ce que c'est? C'est un camion, c'est un tracteur, qu'est-ce que c'est, etc. Et donc c'est très important quand on médite en groupe qu'il y ait peu de mouvement. On essaye de rester immuable. Et donc parfois on va se gratter, parfois il y a les gens qui font des mouvements de tête, etc. Et tout ça, ça peut être extrêmement distrayant pour les yeux, pour les personnes qui méditent les yeux ouverts. Et donc dans ce cas-là, il vaudrait mieux méditer les yeux fermés, mais quand on a les yeux ouverts, tout type de mouvement peut être une distraction. Et donc simplement pour continuer cette note ici, c'est très bénéfique, surtout quand on entre dans les pratiques de Vipassana, de s'asseoir simplement avec l'impulsion de vouloir se mouvoir. Et donc c'est une pratique extrêmement puissante d'observer cette impulsion de se mouvoir, de reconnaître l'impulsion de se gratter. Et donc on va voir que que si on ne se gratte pas, ça va rester avec nous tout au long de la nuit. Donc de ne pas se gratter et de voir combien de temps ça va durer, cette impulsion de vouloir se gratter. C'est une tranquillité, une méditation puissante. Votre regard se dissout dans l'espace. Et l'un des avantages de méditer avec vos yeux ouverts, c'est que vous pouvez utiliser votre regard comme un antidote au laxisme et à l'excitation. Si vous ressentez un peu dans la torpeur, c'est si simple et si efficace que il y a beaucoup de gens qui sont des pratiquants depuis longtemps et qui n'ont pas nécessairement employé ces conseils. Et donc ils disent, mais en fait oui, ça fonctionne. Si vous vous sentez un peu relâché, un peu engourdi, vous relevez un petit peu votre regard, pas nécessairement très haut, mais vous allez voir instantanément qu'il y a plus d'énergie, et vous êtes plus revigoré.
Et au contraire de cela, si vous êtes trop dans l'excitation, vous allez baisser un peu votre regard, vous allez voir que c'est un ajustement. Et quand vous êtes en Shavasana, il y a une tendance, quand on est allongé, donc c'est de regarder droit vers le plafond, et donc cela peut engendrer l'excitation. Donc c'est pareil. Vous essayez, c'est très important de voir que les globes visuels, les oculaires, doivent être plutôt tournés vers la direction du nez à ce moment-là, si vous êtes trop agité, plutôt vers le bas. Mais vous pouvez utiliser aussi quand vous êtes allongé, comme un antidote à la torpeur et à l'agitation. So one was because in the translation I didn't understand one word and it was mistaken. So that's why I corrected after during the. So this one is useless. What about the 6 freedoms and attributes to identify in the practice, as well as the 3 preliminaries to the practice? The 6 freedoms? Yes, and attributes. Yeah, so we haven't covered that. Donc on n'a pas été au cours de cela. Les 6 libertés, les préliminaires. Donc je consulterai ma source de livres de référence du Dharma, des livres de Sa Sainteté le Dalai Lama et de Thupten Chodron. Et donc ça, on va le mettre en dessous, parce que ce n'est pas directement lié au calme mental. Sometimes, so the person is saying that he or she doesn't have any Buddhist background, and sometimes we speak about Dzogchen and Lamrim, and so it seems that this person is a bit lost because of that. Okay, well, that's good to know. So thank you for. Donc, merci de le dire. Donc en français, c'est qu'il y a des termes qui sont employés, Dzogchen et Lamrim, etc. Et on peut se sentir perdu à cause de termes. Et donc parfois j'assume que tout le monde sait exactement de quoi je parle, mais en fait ce n'est pas nécessairement vrai. Combien d'entre vous n'ont pas du tout de contexte bouddhiste? Et le terme Lamrim, ça ne fait pas sens pour toi? Et par exemple, il y a d'autres personnes qui ne savent pas ce que veut dire Lamrim. Et Dzogchen, on ira plus dans les détails. Donc on n'a pas besoin de s'en inquiéter pour le moment. C'est juste Lamrim. Ça veut dire les étapes de la voie. Et donc, c'est un genre de pratique, un corpus, qui ont été introduits par les grands maîtres tels que Atisha, Jogo Atisha, qui était Vikramashila, qui était un abbé de Vikramashila, l'université monastique en Inde, et qui est venu au Tibet et qui a synthétisé tous les enseignements, parce que au Tibet de son temps, il y avait des factions, des conflits en fait, entre les tantras, les pratiques des sutras, les pratiques ordinaires, les pratiques yogiques, etc. Et donc il n'y avait pas de présentation générale du Dharma. Et donc quand Atisha est allé au Tibet, et là, c'était pour les Tibétains en fait. Et donc il n'a pas trouvé cela dans le bouddhisme indien, de Lamrim en tant que tel, de présentation systématique de la voie. Le génie de ces étapes de la voie vers l'éveil, c'est comme une recette, un livre de recettes. En France, je suis sûr que vous avez ce qu'on appelle aux États-Unis la joie de faire la cuisine. C'est une encyclopédie. Et tout ce que c'est pas seulement comment casser un œuf, mais ce que vous pouvez utiliser, comment vous devez battre les œufs, comment faire un soufflet. Et donc c'est toute la voie vers l'éveil.
de la façon dont depuis la façon dont on choisit un enseignant et on se remet à cet enseignant jusqu'à Shamatha Vipassana, et ensuite comment on se prépare pour les tantras. Donc c'est un corpus merveilleux, immense, de toutes ces étapes progressives de la voie. Qu'est-ce qu'on pratique d'abord, ensuite qu'est-ce qu'on pratique après. Et donc il y a une cohérence de toutes les pratiques bouddhistes. Et donc c'est vraiment remarquable. Ce sont des pratiques sérieuses et des documents très importants. Des séries de pratiques et des séries de documents. Donc en 3 volumes, en anglais, et il y en a un qui est très épais. Il y a 8 lamrim classiques, 8 grands lamrim. Donc je suis plus familier avec l'un d'entre eux. Donc le grand maître Tsongkhapa, le maître de la tradition Gelugpa au sein des 4 écoles du bouddhisme tibétain, un maître incroyable. L'un de mes enseignants a dit que c'était le Shakespeare de son temps au Tibet. Et donc, il y a ce grand lamrim et puis un autre lamrim. Et donc, une série d'enseignements dans les années 1920 de Pavanka Rinpoche. Et donc, ce sont les 2 sources, ces étapes de la voie vers l'éveil. C'est une façon extrêmement élégante et magnifique de combiner toutes les pratiques d'une manière progressive. C'est tout. Donc merci pour cela. Et j'essaierai de garder à l'esprit que faire en sorte que tout le monde puisse comprendre les termes que j'emploie. Merci pour ces questions. Merci d'avoir apporté cela. That's all. Yeah. Merci pour vos questions. Et donc je suis sûr qu'au fur et à mesure que nous allons progresser, peut-être à partir de demain, il y aura peut-être plus de questions, parce que là c'était simplement... c'est un territoire assez familier, mais ce qu'on va voir à partir de demain, ça va être plus techniquement les pratiques Dzogchen. Dzogchen, c'est... On verra ça plus tard. Et demain, quand on se réveille, on va se réveiller dans le silence. Et donc, s'il vous plaît, pas de conversation. C'est important que chacun essaye de participer. La plupart d'entre vous, je sais que vous avez envie de silence parce que c'est un support important pour la retraite. Et donc, on peut voir la différence d'une manière ou d'une autre. Et donc, demain, on va se réveiller dans le silence. Et j'essaie de vous rappeler le programme basique. On a ces Gatika en silence. Il y a 2 Gatika qui suivent les enseignements du matin et 5 dans l'après-midi. Et le premier Gatika, après les enseignements, parce que le premier enseignement ne se termine pas nécessairement à l'heure. Donc le premier Gatika, ça va être, pour être un petit peu plus bref. Ensuite, je vais vous rappeler quand, basiquement, on va reprendre la prochaine session. Parce que ça peut prendre 2 Gatika bref pour être sûr de compléter le programme du matin. Et donc je vous dirai simplement, mais basiquement je vais simplement mettre l'emphase que les sessions après les enseignements vont commencer donc à l'heure et à la demi-heure. Donc c'est important pour vous d'être à l'heure. Donc c'est à l'heure et à la demi-heure en fait, d'être sur le coussin quand chaque heure ou chaque demi-heure, selon les sessions auxquelles vous prenez part. Donc il y a plein de choses qu'on a dans la tête bien sûr. Donc je vais simplement renforcer cela, de faire en sorte que vous soyez à l'heure sur le coussin et qu'on demeure tranquille en méditation. Et une partie de la stratégie pour cela,
c'est de choisir une posture qui est confortable. Vous savez qu'elle sera suffisamment confortable pour 24 minutes. Si vous choisissez une posture confortable qui maintient la tranquillité, et soyez à l'heure. Ne vous dites pas que si vous errez dans votre chambre 2 minutes de plus, personne ne s'en rendra compte, mais en fait, même si vous arrivez à pas de loup, on vous remarque. Et donc, si vous êtes capable de partir de votre chambre à l'heure, suffisamment à l'heure, avant que la cloche sonne, et donc vous regardez votre montre et vous voyez que c'est 1 minute ou 2 minutes trop tard. Méditez bien sûr, mais choisissez un autre endroit. Si vous voyez que c'est trop tard, ne venez pas dans la pièce ici, ou faites une méditation marché, dans votre chambre, dehors, sur un des bancs, etc. Et donc, au fur et à mesure où on va progresser, les gens vont être plus... l'approximation du samadhi va être de plus en plus proche du samadhi. On devrait assumer simplement que les gens sont en concentration profonde et que on pourrait les perturber et ça pourrait être désastreux pour leur pratique. Et donc un autre point, c'est que au fur et à mesure qu'on va progresser sur la retraite, les gens vont être de plus en plus stables en méditation. Ils pourraient choisir de ne pas prendre de pause. Et pendant ces 6 minutes de pause, les gens quittent la chambre, la pièce. Faites-le tranquillement, sans perturber les gens. Si vous avez, s'ils ont choisi de continuer à méditer même pendant la pause. Et donc, plus profondément, ce sera de mieux en mieux. Merci à tous pour prendre cela en compte. On peut faire la dédicace de mérite. Il y a cette grande masse de mérite que nous avons accumulée aujourd'hui par cette motivation extrêmement élevée que nous avons accumulée au cours de la pratique. Puissent ces vertus engendrer des plaisirs temporaires pour nous et les autres, et puissent ces vertus aussi mûrir comme étant le bienfait ultime pour tous les êtres. Par la bonté de toutes ces vertus que nous avons accumulées aujourd'hui, puissent tous les êtres trouver une voie, trouver des enseignants qui puissent les mener sur cette voie, puissent tous les êtres conscients obtenir la destination de la voie, les fruits de la voie, et s'éveiller totalement à l'état d'un Bouddha, et que grâce à toutes ces vertus que nous avons accumulées aujourd'hui.